Sans plus attendre, je vais inviter Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances de la RDC, à nous présenter son rapport en réaction officielle au risque pays de l'Agence de notation financière. Monsieur Nicolas Kazadi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingué président d'institution, chers collègues membres du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, monsieur le président de la FEC, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, monsieur le gouverneur, madame la gouverneure de la Banque centrale, distingués invités, tous en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. Le gouvernement de son Excellence, monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous l'impulsion de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaille ardemment afin de rendre à la République démocratique du Congo sa dignité, son rang et sa place dans le concert des nations. Car la crédibilité et la signature pays sont des éléments essentiels pour garantir à notre pays de réaliser son ambition visant à construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Cela fait désormais plus de 3 années que la République démocratique du Congo a entrepris une action diplomatique forte, ainsi que de nombreux travaux pour améliorer la perception du risque pays. Mais il faut que l'on soit clair, il ne s'agit pas d'une simple opération cosmétique. Il s'agit d'être ouvert et franc, de parler de manière claire et transparente de nos difficultés et de nos défis, mais aussi et surtout, il s'agit de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit pour relever ces défis et atteindre nos objectifs de développement. Faire ce que l'on dit, évaluer les résultats et le faire savoir pour que nul n'en ignore. Tel est l'intérêt de cet exercice qui nous rassemble ce matin et nous voulons pouvoir profiter de cette ouverture d'esprit, de cette franchise pour toucher du doigt ces principaux défis et faire avancer notre bateau commun, la République démocratique du Congo. Comme cela a déjà été mentionné, une partie de ces travaux concerne le renforcement de la note souveraine avec de véritables succès que nous avons déjà commencé à engranger. Je pense notamment au rehaussement de la notation en janvier 2022 par l'agence Standard & Poor's de triple C à une perspective positive à un B-, perspective stable. Et plus récemment, l'agence Bloomfield également a procédé à une réévaluation de notre notation. Parallèlement, des efforts de communication ont été entrepris, que cela soit sur le territoire congolais ou bien à l'étranger. Vous vous souviendrez qu'en juin 2022, les autorités ont organisé en partenariat avec USAID le sommet DRC Investment Summit à Kinshasa, avec plus de 1250 participants, un événement qui a réuni des investisseurs, des entreprises et des décideurs politiques pour discuter de la croissance économique en République démocratique du Congo et de l'attractivité du pays pour les investissements. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis rendu à l'USA Africa Investment Forum à New York, où nous avons mis en avant les nombreuses opportunités d'investissement de la République démocratique du Congo
pour renforcer le rôle du continent face aux défis énergétiques et climatiques, mais aussi aux défis économiques et sociaux. La conférence de ce jour sur le risque pays constitue une nouvelle plateforme pour communiquer au maximum sur ces améliorations et impliquer l'ensemble des parties prenantes dans le débat autour de la notation du risque pays. Je tiens bien entendu à remercier les équipes de Bloomfield pour ce rapport qui est très riche, qui nous donne énormément d'informations. Il décrit très justement l'économie congolaise et ses évolutions récentes. Et ce rapport constituera une excellente base de discussion pour les panels qui vont suivre au courant de la journée. Il sied cependant de noter que ce rapport met effectivement en lumière le fait que la République démocratique du Congo est un pays dynamique et en cours de réformes structurelles, comme le témoignent de nombreux programmes et actions mis en avant. Je partage également de nombreuses conclusions du rapport, dans la mesure où, en effet, la RDC fait face à de nombreux défis et obstacles, mais les autorités et les acteurs économiques témoignent d'une volonté sans faille d'y remédier. Il ne s'agira donc pas d'être dans le déni, mais plutôt de parler franchement de ce que nous faisons ensemble pour aller de l'avant. J'accueille donc avec une grande satisfaction la notation globale de 5.1 qui nous situe dans la fourchette de risque modéré de la part de l'agence Bloomfield. 5.1, certes, c'est satisfaisant, mais je dirais que pour un pays comme la RDC, fort de sa population et de son potentiel naturel, on devrait dire peut mieux faire. Je note également avec enthousiasme que l'agence Bloomfield perçoit à long terme une amélioration conséquente du climat des affaires et des performances macroéconomiques, car après tout, cela correspond aux priorités du gouvernement et c'est à l'essence même de toutes les actions que ce gouvernement, que votre gouvernement mène au quotidien. Cependant, je me permets de formuler quelques observations et d'apporter quelques précisions au rapport afin d'alimenter les débats qui vont suivre. Sur la note globale, je suis étonné de voir que l'agence ne prévoit pas une amélioration de la gestion des finances publiques au vu des nombreuses réformes. Certes, cela a été mentionné, mais cela n'apparaît pas clairement comme une perspective claire. C'est également le cas pour le risque sociopolitique où pourtant de nombreuses dépenses d'investissement et dépenses à caractère social sont effectuées dans le domaine des infrastructures de base, dans le domaine de la sécurité, bref, dans tous les domaines qui concourent à assurer une plus grande résilience au niveau socio-économique et même politique. 15% des dépenses publiques affectées aux investissements, un chiffre jamais atteint depuis de longues années, 22% des dépenses publiques affectées au secteur de l'éducation, également une prouesse inégalée. On était à 11%, à la moitié de ce chiffre il y a à peine 2 ou 3 ans. Multiplication par 6 des dépenses opérationnelles de défense dans le contexte de l'état de siège et des conflits émergents. Hausse de 45% des salaires en moyenne de la fonction publique et plus du doublement des salaires pour la catégorie des enseignants. Multiplication par 8 du niveau des retraites au sein de la fonction publique. Relance du processus de mise à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État avec notamment un package significatif. Bref, nous avons, sur le plan socio-économique, une orientation politique conforme à l'engagement politique du chef de l'État et du chef du gouvernement de servir le peuple d'abord et de s'assurer de réduire la fracture sociale entre Congolais.
En ce qui concerne le climat des affaires, le rapport note très justement que cela constitue une priorité absolue pour le gouvernement. Le rapport s'intéresse également au point de vue du secteur privé sur la question, ce que je trouve bien évidemment très pertinent. Mais il pourrait approfondir davantage la question au regard notamment des derniers développements qui renforcent la compétitivité et l'attractivité du pays. En effet, le rapport mentionne le rapport global de recensement général des entreprises de 2019, mettant en évidence que plus de 45% des dirigeants d'entreprises considèrent que le climat des affaires est défavorable. Cependant, le rapport n'apporte pas une vision mise à jour, depuis 2019, de l'eau a coulé sous les ponts, sur la question de la perception du climat des affaires et du risque de la part des acteurs privés, alors que de nombreuses réformes ont été mises en place depuis le recensement, et la RDC s'est engagée dans plusieurs initiatives, notamment le Compact with Africa du G20, ainsi que le Millennium Corporation Challenge du MCC, du gouvernement américain, dont les progrès sont palpables. Dans cette optique, le président de la République, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé le lancement imminent du baromètre national du climat des affaires. Ce dispositif permettra non seulement de renforcer le dialogue public-privé, mais aussi de fournir au gouvernement des éléments sur le ressenti direct des opérateurs économiques, de manière à lui permettre de mieux évaluer son impact sur les questions du climat des affaires et par conséquent de mieux orienter ses futures politiques. Je tiens à nouveau à féliciter les équipes d'analyse de Bloomfield en ce qu'elles ne réduisent pas l'économie congolaise au secteur minier et elles mettent en avant les autres secteurs dans leur rapport. Ce rapport note très justement que les bonnes perspectives de croissance se renforceront au fur et à mesure que l'économie poursuivra sa diversification. Je souhaiterais également ajouter que cette diversification, moteur de croissance, sera double. La plus rapide et la plus facile, je dirais, à mettre en œuvre concerne celle du secteur moteur actuel, c'est-à-dire le secteur minier, au sein duquel nous pouvons accroître la part de la valeur ajoutée sur le territoire national et le transformer de secteur minier à secteur industriel. Il s'agit d'une diversification transversale. Sur le plan horizontal, le pays s'est clairement engagé dans l'ouverture de nouveaux secteurs, l'agro-industrie, avec l'agenda de transformation agricole, les zones industrielles en cours de mise en œuvre et de développement, parce que nous savons que si aujourd'hui la RDC existe de par les mines, demain, son avenir sera assuré par l'agro-industrie et même par l'environnement. La RDC, du fait de ses ressources naturelles et de son potentiel hydroélectrique, se positionne en effet comme un pays solution à la crise climatique mondiale. De par nos ressources minérales, la RDC peut devenir un véritable leader dans la production de batteries électriques et l'étude réalisée par Bloomberg a révélé que la RDC est plus compétitive que les États-Unis, la Chine ou la Pologne en ce qui concerne la construction de composants pour ces batteries électriques, produits phares de demain. Le projet de développement de la chaîne de valeur dans l'industrie des batteries électriques en RDC est déjà initié par le gouvernement et en cours de mise en œuvre, et je le dis devant mon collègue le ministre de l'Industrie qui pilote cet important projet de la République. C'est d'ailleurs dans ce secteur d'avenir que nous souhaitons également attirer un maximum de financement et d'investissement. Le rapport sur le risque pays traite également peu
de la stratégie d'intégration régionale que les autorités mettent en place. Depuis son accession à la tête du pays, le chef de l'État s'est engagé dans une véritable stratégie d'intégration régionale. Pour rappel, la République démocratique du Congo est devenue le 7e membre de l'East African Community il y a maintenant 6 mois à peine. Et le pays assume désormais la présidence de la SADC après celle de l'Union africaine et de la CEAC. En outre, nous avons ratifié en 2021 l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine visant à accélérer l'intégration économique du continent. Il y a une véritable volonté des autorités à poursuivre le chemin de l'émergence au niveau de la région, et c'est pour cela que nous parlons du développement des chaînes de valeur régionales, notamment dans le secteur des batteries, mais également dans d'autres secteurs, que ce soit avec la Zambie ou avec d'autres pays du continent. Je sais que l'AFEC va objecter en disant que nous ne sommes probablement pas suffisamment prêts pour affronter la concurrence. Mais être prêt, c'est se préparer chaque jour. Et au moment où nous parlons, nous travaillons sur les zones industrielles, nous travaillons sur la formation professionnelle, nous travaillons sur l'ouverture de nouveaux secteurs, justement pour être prêts à ce grand rendez-vous. Et le choix fait par nos autorités politiques, celui de l'intégration régionale, c'est parce que nous sommes convaincus que l'intégration régionale doit être un vecteur de paix et de prospérité partagée, j'ajouterai, par les pays partenaires qui en comprendront le bien fondé. Le rapport met parfaitement en lumière les progrès réalisés en termes de mobilisation des recettes et du maintien du déficit budgétaire en deçà du seuil de 3% du PIB. Il présente avec brio le plan stratégique de la réforme des finances publiques qui constitue un véritable plan directeur pour le ministère des Finances. Permettez-moi très rapidement de compléter ces éléments par des nombreuses réformes mises en place au cours de cette année. Nous avons bien entendu mis en place des contrats de performance comme outil essentiel de gestion avec nos régies financières, mais nous avons également progressé dans la modernisation de la collecte de nos recettes à travers la digitalisation, avec parfois en partenariat avec l'Agence française de développement et l'Union européenne, afin d'automatiser la chaîne de la recette à travers des nouveaux logiciels et des équipements informatiques. Tout récemment, nous avons lancé le processus de mise en place d'un ERP pour la gestion intégrée de l'impôt au sein de la DGI, et il y a quelques jours à peine, nous avons finalisé, sous la présidence du Premier ministre, l'installation du logiciel Logirad à Kinshasa, que nous étendrons très rapidement dans l'ensemble du pays. Ces nombreuses réformes, auxquelles s'ajoute la mise en place imminente de la nouvelle direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, vont transformer radicalement le paysage des finances publiques. Il y aura de moins en moins de place pour l'arbitraire et de plus en plus d'exigences de transparence. Nous allons tous devoir nous y soumettre. Dirigeants, fonctionnaires, autorités, contribuables. C'est un chemin qui sera sans retour et préparons-nous à jouer ce jeu différemment. À ce jour, la mise en œuvre de ces réformes a déjà permis d'atteindre quelques résultats intéressants. D'après les derniers chiffres, nous sommes à un rythme de progression de 60% environ par rapport à l'année passée, qui elle-même a connu une progression de 40% environ par rapport à l'année précédente en matière de collecte de l'impôt. Nous avons le défi de diversifier ces recettes et de les rendre stables
au-delà de notre dépendance du secteur minier primaire. Nous avons un ambitieux programme de réforme fiscale que nous mettons en œuvre qui vise justement cette diversification, qui vise également un assainissement, car nous sommes conscients du contexte difficile dans lequel évoluent nos entreprises par rapport à une fiscalité lourde, pas toujours claire et pas toujours juste. Le rapport laisse également entendre que la hausse des dépenses publiques d'investissement est le fruit du retour à la croissance et d'une mobilisation accrue des recettes. Mais cela serait ignorer les changements d'orientation budgétaire qui se sont opérés sous la direction de nos hautes autorités politiques, le chef de l'État et le chef du gouvernement, et qui ont véritablement permis cette amélioration de la qualité de la dépense. La mobilisation accrue des recettes a certes libéré un espace budgétaire pour les investissements publics, mais c'est avant tout une orientation du budget qui est à l'origine de cette hausse des dépenses d'investissement et une volonté de maîtrise des dépenses courantes. C'est également le fruit d'un effort de mobilisation des ressources extérieures auprès des partenaires au développement et de l'amélioration de la qualité de la dépense publique qui a permis cette hausse substantielle des investissements. Nous avons eu l'honneur, il y a quelques jours encore, d'assister à une séance importante présidée par le chef du gouvernement visant à renforcer la qualité, l'efficience et la célérité des dépenses financées par nos partenaires au développement, car ces dépenses sont en accroissement considérable depuis ces 2 dernières années et elles peuvent apporter un changement significatif par rapport à tous nos défis, au premier rang desquels celui des infrastructures de base. En matière de dette publique, il convient de souligner la gestion prudente et le niveau très soutenable de la dette publique de la République démocratique du Congo, comme l'a souligné M. Stanislas Zézé, qui nous situe à environ 15% du PIB et demeure donc loin en deçà des seuils de surendettement, 60 à 70%, voire plus, tels que constatés dans de nombreux pays africains. Nous avons donc une opportunité historique d'utiliser le levier de la dette pour rattraper notre retard en matière d'infrastructures de base, parce que nous sommes un des pays les plus en retard au niveau du continent en matière d'infrastructures. Profitons du fait que nous soyons un des pays les moins endettés pour que la dette que nous allons souscrire aujourd'hui et dans l'avenir soit utilisée le mieux possible pour résoudre ou résorber ce déficit en infrastructures de base. Le rapport insiste sur les développements monétaires et du secteur financier. Il convient de rappeler que jusqu'en 2020, l'inflation découlait essentiellement du financement monétaire du déficit et que le faible niveau des réserves de change exerçait une pression sur le taux de change du franc congolais face au dollar américain. Aujourd'hui, la situation est très différente. Le gouvernement et la Banque centrale ont mis en place un pacte de stabilité, assurant le non-recours au financement monétaire du déficit de l'État. Le programme de facilité élargie de crédit du FMI et les récentes allocations de DTS ont permis de rétablir les réserves de change à un niveau assurant une certaine protection face aux chocs extérieurs. Mais permettez-moi de préciser que les allocations de DTS sont inférieures à l'effort d'accumulation interne généré par l'économie congolaise en termes de réserves extérieures. C'est une précision importante. La politique d'accumulation des réserves de change via l'achat de devises a permis à la Banque centrale du Congo d'afficher des niveaux records avec aujourd'hui plus de 4 milliards de dollars de réserves dans les livres de la Banque centrale.
La Banque centrale remplit sa mission de maîtrise de l'inflation dans la cible de 7 à 8%, même si nous allons certes dépasser ce chiffre à cause du contexte international, grâce notamment à ces instruments de conduite de la politique monétaire. Une politique monétaire prudente qui vise à éviter toute forme de déviation telle que nous en avons observé durant les années qui ont précédé et même face au contexte de choc lié à la pandémie Covid-19 que nous avons connu dans ce pays. L'inflation aujourd'hui est une inflation essentiellement importée qui provient du choc de l'offre face à laquelle les banques centrales du monde entier ont du mal à faire face. Il convient de noter par ailleurs que le taux de change du franc congolais est resté stable dans un contexte inédit de renforcement du dollar à l'échelle internationale. Nous pouvons dire que de ce point de vue, nous avons été plus résilients que la moyenne des pays africains en ce qui concerne la stabilité de la monnaie, en ce qui concerne l'inflation. Les équipes de Bloomfield mettent parfaitement en exergue les défis auxquels la RDC fait face sur le plan de la stabilité politique, de la sécurité, de l'accès à la santé et à l'éducation. Je voudrais d'abord ici préciser que la situation sécuritaire est plutôt stable sur l'immense majorité du pays et il a été noté tout à l'heure que seuls 3% du territoire sont affectés par des questions d'insécurité ou des conflits. Mais il est tout de même important de souligner qu'il n'y a pas de rébellion en République démocratique du Congo. Ce que nous vivons ici, ce sont des groupes armés que l'on appelle des forces négatives, qui doivent être combattues, qui doivent être ramenées à leur plus simple expression, car il n'y a plus de justification d'entretenir ces forces négatives, si ce n'est la convoitise que suscitent nos fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de nos voisins qui ne cessent d'alimenter ces groupes armés. Le chef de l'État, du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies, a clairement décrit ce problème, celui de l'insécurité à l'est de notre pays, et il a appelé les Nations unies à contribuer de manière plus franche et plus crédible au rétablissement rapide de la sécurité et à la construction d'une paix durable en vue de la création des conditions nécessaires pour une coopération fructueuse dans les grands lacs africains. J'aurais aussi aimé que le rapport présente les nombreuses mesures que nous avons mises en place pour remédier à ces difficultés et à ces obstacles à notre développement. Le gouvernement a notamment décidé d'orienter les ressources vers les investissements et les infrastructures de base, également vers le renforcement de nos forces, notre capacité de défense et de sécurité. Le gouvernement a renforcé la gratuité de l'enseignement primaire, le programme de couverture santé universelle, l'acquisition régulière des vaccins essentiels et enfin ce grand programme de développement local des 145 territoires. Programme qui a l'avantage de toucher au moins 12 objectifs de développement durable sur les 17 et qui aura certainement un impact réel à la base. Toutes les précautions ont été prises pour assurer une efficience et une efficacité dans la dépense relative à ce programme, ce qui, par moments, peut expliquer une certaine lenteur dans la mise en œuvre, mais tout sera fait pour que ce ne soit pas un rendez-vous manqué comme on a pu en connaître dans le passé dans ce pays.
Ce programme vise à corriger les disparités en matière de développement humain durable dans les zones urbaines et rurales, à lutter contre la pauvreté dans toutes ses formes et à transformer les conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-économiques. J'espère que ces quelques éléments de réponse permettront d'alimenter les débats qui s'annoncent être passionnants. Je souhaite enfin remercier l'équipe Bloomfield pour la préparation du rapport Risque Pays et pour l'organisation de cette conférence. Je sais que de nombreuses réunions ont été tenues et que les équipes ont redoublé d'efforts pour analyser les caractéristiques de notre économie. Je tiens à remercier tous les partenaires, publics et privés, qui se sont livrés à cet exercice en recevant les équipes de l'agence et en travaillant de pair avec nous et avec toutes les parties prenantes pour ce dialogue franc, pour toucher du doigt nos problèmes et pour nous mettre ensemble pour transformer notre réalité. Je tiens également à remercier l'ensemble de la Task Force et les autres parties prenantes impliquées dans l'organisation de cet événement pour leur engagement au cours des derniers mois. Enfin, permettez-moi également de remercier tout particulièrement les sponsors, ERG, Robank, UBA et tant d'autres, sans lesquels l'organisation matérielle de cet événement n'aura pas été possible. Ceci traduit le début d'une ère nouvelle en République démocratique du Congo, où le secteur public et le secteur privé peuvent se parler, peuvent travailler ensemble, même lorsqu'ils se chamaillent sur des questions fiscales. Hier, j'ai eu l'honneur de participer à un événement inédit. La première table ronde sur une série de 15 tables rondes organisée par la Fédération des entreprises du Congo, qui est un cadre de dialogue renforcé entre le public et le privé pour toucher du doigt des vrais problèmes et aboutir à des propositions. Nous nous sommes fait hier la promesse d'être dans le réel et le concret, afin que nos discussions, notre dialogue aboutissent toujours à des propositions concrètes qui se transforment en décisions, en actes réglementaires, en projets et propositions de loi. J'apprécie à sa juste valeur cette collaboration et ce partenariat avec notre secteur privé sur les questions vitales du pays et j'en appelle ardemment à sa consolidation et à son renforcement dans l'avenir. Je vous remercie pour votre aimable attention.